Paris et ses frontières, c'est une appellation qui mérite certainement d'être discutée, puisque je pense qu'on le voit bien, l'objet du Grand Paris, c'est de supprimer les frontières. Donc il me semble que le mot est choisi plutôt comme une provocation que comme une réalité, que c'est un mot qu'il faut effacer petit à petit. Personnellement, j'aurais peut-être préféré qu'on dise Paris et ses lisières, par exemple, puisque nous allons parler aussi bien de Clichy que de Charenton, de la Défense, bien évidemment, avec chacun des participants. Pour commencer et essayer de faire une présentation des projets du Grand Paris dans leur ensemble, de manière très courte, je vais passer la parole à Bertrand Lemoine, dont l'atelier a été remis une fois de plus en selle par le président de la République tout à l'heure et qui va lancer, qui nous en parlera peut-être, une deuxième consultation très prochainement. Bertrand Lemoine, donc le directeur de l'atelier international du Grand Paris. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais très brièvement, puisque l'objet de cette table ronde s'appelle Paris et ses frontières, vous montrer une carte qui montre ou une série de cartes qui montrent que justement il n'y a pas de frontières, sinon au sens peut-être américain du terme, en tous les cas au Grand Paris, et que l'extension, d'ailleurs dont le président de la République a parlé tout à l'heure, jusqu'à Marseille, pourquoi pas, montre qu'on est dans un ensemble territorial très large. Je vais vous montrer quelques cartes, si on peut les passer, qui montrent le travail qu'on a fait pour essayer de comprendre la logique de projet qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le Grand Paris. Logique de projet largement portée sur le plan, je dirais, intellectuel et créatif par les 10 équipes d'architectes qui constituent aujourd'hui son conseil scientifique, et à qui je rends hommage parce qu'elles ont fait un travail formidable. Comme on vient de le dire, une consultation va être lancée très prochainement pour asseoir dans la durée ce travail permanent de projet, de proposition, de travail d'architecture, d'urbanisme sur le Grand Paris. On peut imaginer que ces équipes seront élargies peut-être à la suite de cette consultation. En tous les cas, on ne peut pas en préjuger aujourd'hui. Elle va être lancée très prochainement pour avoir une visibilité devant nous de 3 ans. Très prochainement, ça veut dire quand? Très prochainement, c'est-à-dire au mois de novembre, si tout se passe bien. On souhaite en tous les cas aller vite pour que dès le début de l'année prochaine, on puisse avoir un dispositif installé dans la sécurité juridique, installé dans une durée, une visibilité de 3 ans, peut-être 5 ans, pour qu'on puisse continuer à travailler avec toutes les équipes d'architectes urbanistes pluridisciplinaires. On reste dans cette perspective, bien sûr, qui seront retenues pour continuer à être un catalyseur actif, un moteur aussi peut-être dans le développement du projet du Grand Paris. Et au niveau international également? Toujours au niveau international, bien sûr, dans les mêmes conditions que la consultation précédente. On ne sera pas, évidemment, dans une réflexion théorique sur la métropole post-Kyoto, on sera déjà dans le très concret, on sera dans le Grand Paris, parce qu'évidemment, beaucoup de choses se sont passées depuis 4 ans et même 2 ans, comme on vient de le dire. Quelques cartes simplement qui montrent qu'effectivement, le réseau de transport, là on a figuré sur cette carte non seulement les réseaux mis en œuvre par la Société du Grand Paris, mais des prolongements de lignes de métro. Il y a 8 tramways en cours, il y a des remises à niveau de RER, il y a la ligne E, il y a beaucoup de choses. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le projet du Grand Paris, quoi qu'on puisse le lire parfois. C'est moi qui appuie là-dessus. On a fait ensuite une carte où on essaie de recenser, et toutes ces cartes interactives sont visibles sur le site internet ateliergrandparis.com, où on a recensé les périmètres des opérations internationales, les périmètres des contrats de développement territorial tels qu'ils se dessinent aujourd'hui, ils sont encore susceptibles d'évoluer, le périmètre que gèrent les établissements publics d'aménagement tout autour de Paris. Et on voit déjà se dessiner une constellation de territoires sur lesquels il se passe des choses. Et ce qui se passe sur ces territoires, et notamment dans le cadre des CDT, des contrats de développement territorial, c'est bien une contractualisation entre les communes, entre les municipalités et l'État. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va faire avancer les choses. On a fait une carte aussi où on a rassemblé toutes les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et ce sont des territoires, là aussi, qui ne sont pas des territoires opérationnels sur le plan de l'urbanisme stricto sensu, qui vont plus loin, c'est plus large que ça, mais qui montrent qu'il y a aussi des logiques, y compris des logiques financières, à l'œuvre sur ces territoires pour requalifier un certain nombre de zones défavorisées. On a essayé de recenser, il y a sans doute des erreurs, des omissions, mais l'avantage d'un site internet, c'est qu'on peut le faire évoluer. On a essayé de recenser toutes les opérations en cours, à l'étude, en projet, et ça commence à dessiner quelque chose d'un peu complexe. Et quand on superpose toutes ces cartes, eh bien, on obtient ceci.
Alors ça, c'est compliqué, mais ça montre quand même plusieurs choses. D'abord, ça montre qu'il y en a plus de 650 projets, études, périmètres, secteurs à l'étude. Et on était nous-mêmes les premiers surpris de voir qu'il y en avait autant. Au début, on en avait trouvé 250, puis après c'est monté 400, puis là on arrive à 650, c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup d'opérations portées par les acteurs, les communes au premier chef, des acteurs privés, l'État, pour reconfigurer ce Grand Paris. La deuxième chose que ça montre, c'est qu'il y a des polarités qui se dessinent, des polarités, des intensités de projets. Et on va les voir aujourd'hui, on va en voir certains aujourd'hui. Au nord, à l'est, au sud, avec Saclay, à l'ouest, sur toute la vallée de la Seine. Bien sûr, on n'a pas pu faire figurer la carte jusqu'au Havre comme on aurait dû le faire. Mais en tous les cas, ça montre qu'il y a beaucoup de choses en œuvre qui se focalisent sur certains territoires, où il va se passer des choses, où il se passe des choses. Et puis inversement, d'ailleurs, il y a des territoires, il se passe moins de choses, on le voit. Peut-être que cette polarisation des projets sur la métropole parisienne préfigure, anticipe aussi sur la multipolarité, la multicentralité que tous les acteurs évidemment, pense nécessaire, même si le rôle de Paris, qui d'ailleurs porte pas mal de projets dans sa frange nord, sur les Batignolles, au centre même si le rôle de Paris reste évidemment fondamental, je tiens à le dire, dans cette perspective métropolitaine. La troisième chose que ça montre, ou que ça laisse entendre, c'est qu'il y a une évolutivité dans ces projets. On n'est pas dans un projet du Grand Paris figé. Souvent, les gens me disent, mais alors c'est quoi le projet du Grand Paris? Je dis, c'est une sorte de méta-projet, si on veut. C'est un projet qui réunit un ensemble de projets, mais des projets qui bougent, qui évoluent. Les contrats de développement territorial, 4 ou 5 vont sortir d'ici la fin de l'année de manière précise. Les autres, les 17 autres ou les 13 autres d'ici la fin 2012, ils vont se préciser. Ils vont donner naissance aussi à des initiatives concrètes, précises. Tout ça, ça va faire bouger cette carte. Cette carte, elle va bouger au fil du temps. Je pense que dans un an, elle aura beaucoup changé. Souvenons-nous où on en était il y a exactement un an. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tous ces projets, ça fait beaucoup de choses, mais ça ne fait pas non plus le Grand Paris. Qu'est-ce qui manque? Il manque une vision partagée, il manque une vision claire, il manque une pensée commune, il manque quelque chose qui fasse identité métropolitaine. Je crois que tout le monde en a conscience, ce n'est pas seulement une question de gouvernance, bien entendu, la gouvernance fait partie de ce dispositif, mais c'est pas au-delà de ça, c'est comment cet ensemble de projets peuvent être ensemble, peuvent se construire dans une identité qui va au-delà des frontières administratives, quelles qu'elles soient, et qui porte véritablement un projet global. Je crois que ce projet évolue beaucoup, il évolue tous les jours, on le voit dans les esprits de tous les élus, des acteurs, des professionnels, du grand public aussi, et c'est cette construction collective qui est en œuvre aujourd'hui, qui se traduit concrètement déjà par des projets, mais qui doit aussi se traduire peut-être par une ambition partagée sur le Grand Paris. Je crois qu'elle est là, en tous les cas, l'ambition, me semble-t-il, elle continuera à s'exprimer, à se développer dans les mois qui viennent. Mais comment faire pour aller plus loin, puisque finalement, on voit que le Grand Paris se fait, et ces 650 projets, peut-être plus, ce sont des choses qui avancent. Effectivement, par rapport à il y a un an ou il y a 2 ans, les choses sont très différentes, mais pour que tout ceci s'agrège et fasse une espèce de focalisation où on puisse reconnaître le Grand Paris, qu'est-ce qui manque encore? Et qu'est-ce que l'atelier va faire? L'atelier est une petite structure, mais elle s'appuie sur la grande expertise d'équipes pluridisciplinaires, pas seulement d'architectes, comme on le dit trop souvent, mais pluridisciplinaires, qui peut porter des idées, qui portent des concepts, qui portent une vision globale et transversale, qui n'est pas attachée à tel ou tel territoire d'ailleurs, qui cherche plutôt à développer des visions globales, qui cherche à comprendre ce qui fait sens au niveau de la métropole. Et de ce point de vue-là, je crois que quand on regarde rétrospectivement l'apport des architectes de l'atelier, des équipes de l'atelier du Grand Paris, par exemple au débat sur les transports, rappelons-nous ce grand débat public, le plus grand jamais organisé sans doute sur une question d'urbanisme en France l'an dernier, le progrès, la convergence qui s'est opérée entre l'État et la région Île-de-France, le fait qu'on arrive à un projet très concret maintenant qui non seulement prévoit la construction de nouvelles lignes de métro automatiques, mais la remise à niveau, le développement de réseaux existants, la capillarité aussi qu'un certain nombre de lignes de tramway, de prolongement de lignes de métro va apporter. Tout ça, je crois que ce sont des idées que nous avons portées aussi. Et donc, on a contribué, et je crois que la construction du Grand Paris, elle se fait aussi à travers ces débats, à travers aussi l'expérience concrète et le travail concret des élus, des maires au premier chef. Il y a une contractualisation à travers les CDT qui est en train de s'opérer. Donc il y a beaucoup de négociations. C'est une affaire de négociation, certainement le Grand Paris. Et cette négociation, elle commence à produire un sens collectif. On n'est pas tout à fait arrivé au bout du chemin. C'est une étape. Mais je crois que l'étape, par rapport au chemin parcouru, montre qu'on avance.
Le président a parlé de culture tout à la fin de son intervention. Quel pourrait être, est-ce que l'atelier réfléchit à ce grand symbole culturel qui pourrait identifier le Grand Paris? La culture peut et doit et sert à porter aussi, à partager une identité commune. Pas seulement à travers ses équipements culturels ou à travers une symbolique. La culture, c'est le partage. La culture, c'est l'échange. La culture, c'est aussi la communication entre les gens. Et puis on peut y rattacher d'ailleurs l'enseignement supérieur, qui crée aussi cette fédération, en tous les cas ce lien entre les habitants du Grand Paris. Donc la culture, elle doit jouer un rôle important. On a quelques idées pour essayer de porter cela. On a commencé par exemple, nous, à identifier les lieux du Grand Paris. Alors on n'a pas commencé par Paris, parce que ça ce serait le plus facile. On finira par Paris, intramuros, mais en tous les cas, on va petit à petit développer ce travail autour de l'ensemble de la métropole. On pense qu'il y a 2000, 1500, 2000 lieux peut-être qui sont des lieux qui font métropole. Pas nécessairement des lieux qui ont une importance locale, ils peuvent avoir une importance locale, mais des lieux dans lesquels les gens se reconnaissent comme étant partie prenante, habitants d'une même métropole. Et beaucoup de ces lieux sont culturels, parce que bien sûr, la culture, elle porte un message de communauté, de partage. Merci Bertrand Lemoine. On va passer en revue 4 projets de couture entre ce qu'il faut bien appeler Paris intramuros et la banlieue toute proche. On va commencer par Yves Lion, donc architecte urbaniste bien connu, qui travaille sur le secteur Masséna-Brunzeau, donc autour de la ZAC Paris-Rive-Gauche. Yves Lion est là, donc voilà, une petite présentation de ce qui est en train de se faire dans ce quartier à la limite de Paris. On va avoir des images, ça? On va avoir des images probablement. Voilà. Voilà. Donc depuis une petite dizaine d'années, nous travaillons sur un projet qui a pour ambition de relier très naturellement et très efficacement Paris intramuros avec Ivry. Ce projet était un appel très fort il y a une dizaine d'années sur la fin de la séparation ville-banlieue et sur le début de ça, essayer de voir comment on pouvait, au fond, passer au-delà de cette limite. Donc ça pose une question très forte d'infrastructure. Quel est le rôle de l'infrastructure? Est-ce que l'infrastructure empêche ou est-ce que l'infrastructure aide? Donc on a essayé de travailler sur le détournement, au fond, de l'infrastructure existante. Donc vous voyez sur cette image ici la densité du quartier. Il y a environ 600-700 000 m² représentés ici en rouge. Ça dépend bien sûr des densités, mais on ne va pas trop parler de densité là-dessus aujourd'hui. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de montrer l'image suivante, s'il vous plaît. Il y a un bouton, il y a quelque chose. Ah oui. Voilà. Voilà, pardon. Donc de montrer l'évolution de cet échangeur à gauche entre le périphérique et les communes limitrophes, qui est un échangeur sur talus, peu cher, conçu à l'époque du périphérique, et puis son évolution vers une infrastructure plus élaborée, sur ouvrage, qui a l'avantage de dégager du terrain. Ce travail-là, qui est un travail au fond un peu innocent d'architecte au départ, il est corroboré aujourd'hui par un travail d'ingénieur, puisque ça se fait. Et donc on voit bien quel est potentiellement le rôle que l'on peut donner à l'infrastructure, quelle qu'elle soit, dans le développement urbain, notamment celui-ci. Ça dégage bien sûr toute une série d'activités potentielles. On a travaillé sur un élément que nous appelons l'allée Paris-Ivry, qui permet justement la connexion entre les deux villes, qui est une allée piétonne, qui sera sans doute utilisée aussi par les transports en commun, et qui permet de dégager sous les bretelles du périphérique, sous la partie même autoroutière du périphérique, un certain nombre d'activités commerciales, de halls d'immeubles, toute une série d'éléments qui composent au fond ce futur quartier qui est aujourd'hui en chantier. On voit ici une image très naturelle presque de ce qu'on obtient lorsque l'on passe sous le périphérique entre Paris et Ivry. Et aujourd'hui, il faut noter que ce projet il est en chantier, c'est en train de se faire, un tas de concours sont lancés. Ça a mis beaucoup de temps parce que le temps de l'urbanisme semble très très lent dans notre pays, mais au fond, ce qui est très rassurant, c'est que ça peut se faire et qu'au fond, par action ponctuelle, on peut en finir avec cette séparation ville-banlieue qui n'a bien sûr plus lieu d'être. Et je rejoins bien sûr les propos de Frédéric Lehn sur l'intitulé même de ce séminaire qui est
qu'il faut entendre comme une sorte de métaphore, mais non pas comme une action. Et bien sûr que là, tout ce travail consiste à supprimer la limite et non pas la consacrer. Voilà. Quelle est l'échéance de ce projet? Enfin, si on peut parler d'échéance en matière d'urbanisme, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais quand en verrons-nous les résultats précis? Il y a déjà toute une série d'immeubles qui sont en chantier. Je pense que ce projet peut être bouclé dans les 5-10 prochaines années. Je dis 5 à 10 parce que le délai peut varier comme ça. Et la concertation se fait entre qui et qui dans cette affaire? La concertation, c'est un processus très long ici. Vous avez tous entendu parler de la polémique autour de ce que nous proposions au départ, qui était d'utiliser parmi tous les ingrédients de l'urbain un certain nombre d'éléments hauts de tours. Cette polémique s'est largement estompée. On a aussi largement tiré profit de la concertation pour essayer de fabriquer un espace public le plus traditionnel possible, d'où émergeraient des bâtiments qui seraient des bâtiments singuliers. Et aujourd'hui, le premier concours de bâtiments de grande hauteur est lancé. Les architectes et les promoteurs travaillent dans le fonds de perspective de l'Avenue de France. Et puis ça va suivre, bien entendu. Il s'agit d'un quartier qui est un quartier de logement et d'activité économique, avec un certain nombre d'équipements, qui a tous les ingrédients qui composent un quartier assez naturellement. Merci Yves Lyon pour cette présentation complète et rapide. Deuxième architecte urbaniste à intervenir dans une présentation pour commencer cette table ronde, François Leclerc, et on va parler de la Défense, Seine-Arche. Oui, la Défense qui n'est pas forcément dans Paris, comme vous précisez dans votre table ronde. Pardon, merci. Mais je voulais parler de la Défense comme un prototype passionnant d'une manière d'envisager le Grand Paris. C'est-à-dire comment travailler à partir de situations réelles, mais des situations réelles qui peuvent devenir des révélateurs, des initiateurs, des déclencheurs d'une nouvelle donne métropolitaine. C'est-à-dire une question essentielle pour nous, à qui appartient la Défense? Autant, au-delà des problèmes financiers ou des évidences financières, c'est-à-dire à quel système territorial appartient la Défense. Parce que là, on est dans une agglomération de communes les unes à côté des autres. On est sur 2 communes et 3 communes plutôt. Et 6 bientôt, etc. Donc je vais montrer quelques images qui montrent le principe originel d'un Paris hors les murs. Donc ça, c'est les systèmes d'appartenance que j'ai évoqués, mais à l'origine, c'est un satellite en position magique, un extérieur de Paris, un Paris hors les murs, oui, positionné de manière extraordinaire sur un axe qui est dans un système de confortation entre l'histoire et les réseaux modernes à travers la ligne numéro 1, la A, l'autoroute A13, etc. Donc initié à travers les temps des comportements qui ont été en dehors des limites administratives, c'est-à-dire une sorte de territoire qui sait se jouer des limites administratives et qui a fabriqué, on pourrait appeler ça aussi une sorte de méta-territoire, donc regroupant 75% de la finance française avec les quartiers de centre d'affaires du centre de Paris, avec les sièges des plus grands groupes français, donc une sorte d'évidence mécanique entre Neuilly, Paris et puis la Défense, qui marche de manière un peu extraordinaire, une machine fascinante. Donc la Défense aussi, il faut la montrer à travers ces circulations et ces réseaux et cette mobilité qui est bien sûr très difficile actuellement, mais qui a été très fortement axée sur un moment, c'est de montrer en quoi ça a une vraie incidence sur la région. Donc dans une répartition, là on ne voit pas très bien sur ces cartes, mais dans la répartition, en quoi un emploi installé à la Défense vient proposer d'autres emplois ailleurs. Donc imaginez que la Défense travaille aussi dans une intelligence, dans une connivence avec la région, pas forcément en concurrence frontale, mais de dire qu'on ne vole pas forcément des emplois ailleurs, mais on en récupère et on est redistributif par rapport à l'ensemble de la région, par rapport aux capacités de toutes les parties de l'Île-de-France de se situer par rapport à un certain travail. Donc aussi, les autres appartenances, c'est bien sûr dans ce système de transport qui va mettre la Défense en relation rapide avec l'ensemble. Et puis, c'est aussi des nouvelles donnes. Par exemple, l'Arc Nord et la plateforme économie logistique qui met en relation la Défense avec Gennevilliers, avec Pleyel, avec le Bourget, avec Roissy, dans un axe de transport des hommes et des marchandises de manière absolument essentielle.
c'est aussi dans ces nouvelles appartenances de la défense, et je crois que d'autres tables rondes en parleront très bien, le rapport avec l'Ouest, c'est-à-dire autant avec le Mantois, avec Cergy, et puis avec HR bien sûr, et les nouvelles donnes de transport, mais aussi jusqu'au Havre, jusqu'à Rouen, etc. Donc la défense n'appartient plus uniquement à cet axe, à cette histoire-là, mais qu'il faut continuer de raconter de manière sublime, de continuer de l'amplifier dans tout ce que ça peut faire, de dire que le paysage parisien, à travers la Seine, à travers ses séquences, sont des choses qu'il faut consacrer, continuer de raconter de l'ordre du merveilleux. Mais effectivement, il y a ces multiples appartenances, dont une réelle actuellement, qui est celle des 6 communes qui sont là tout autour, deux communes historiques, Courbevoie et Puteaux, mais 6 communes qui sont là autour de la Défense et qui s'organisent actuellement pour parler entre elles, pour s'inventer une connivence et peut-être la Défense comme lieu de connivence, comme un lieu de centralité, avec tous les services qu'elle propose, de transport, de culture, de loisirs, pour une ville qui serait proche, ou un potentiel d'une communauté qui serait proche de 400 000 habitants. Donc là se pose la question passionnante du problème de gouvernance, la Défense par rapport à ces villes juste à côté. Mais cette connivence, c'est aussi avec Paris. Ça s'appelle d'ailleurs Paris la Défense. Et avec Paris. Mais simplement, c'est ce que je voulais dire, c'est que cette image montre que un rapport puissant de la Défense avec les populations qui sont juste autour. On a souvent ces images-là de confrontation assez fortes. Mais comment la Défense doit inventer de nouveaux rapports, de nouvelles aménités avec toutes ces populations qui sont d'ailleurs ou passantes ou habitantes. Donc Jane Jacob disait Jane Jacob racontait cette histoire, cette phrase que je trouve absolument magnifique, c'est-à-dire quand ça devient ennuyeux, même les riches partent. Donc elle met l'accent dans ce rapport très fort entre la vie urbaine, la vie qualitative et la pérennité d'une situation urbaine, quoi. C'est-à-dire de montrer que l'économie est en phase avec un certain plaisir de la ville. Donc c'est une grande ambition que doit avoir la Défense, c'est d'inventer effectivement ces nouvelles possibilités. Donc partir des habitants, des actifs, des visiteurs, mais aussi ici comme ailleurs, partir de la géographie, des paysages, des fleuves, des vallées, etc., pour inventer de nouvelles situations. Et que finalement, même ces choses comme la Défense, on pourrait le mettre en relation avec Roissy, avec Orly, avec ces grands éléments fonctionnels qui sont, à mon avis, des vecteurs de transformation essentiels de la métropole et qui peuvent transcender les notions de limites, de portes et de frontières. Merci François Leclerc. Troisième, on reviendra d'ailleurs sur la Défense tout à l'heure avec Philippe Schex. Troisième présentation d'architecte urbaniste, François Greter. Alors là, on va parler à la fois de Paris intramuros avec les Batignolles et de Clichy au travers de Clichy-Batignolles. Clichy-Batignolles, c'est un pan de territoire qui est situé plus ou moins au milieu du nord, ce que j'appelle le nord-ouest parisien, c'est-à-dire le 17e arrondissement, Clichy-la-Garenne, le Valois. Et c'est aussi une installation importante du chemin de fer à partir de la première ligne, première gare de marchandises, avec un plateau installé dans une pente, un versant du relief qui descend vers la Seine au nord. On s'attend, quand on parle de Paris, que tous les territoires aillent vers la Seine. Là, il est à mi-chemin entre la Seine au sud et la Seine au nord. Je dis ça parce que c'est la partie la plus compacte, la plus dense, la plus minérale de toute l'agglomération parisienne et qui a très peu d'espaces ouverts, des cimetières, le parc Monceau, et très peu de ciel, la trouée du périphérique. Et c'est un élément de données extrêmement prégnant pour la suite du projet. Le premier objectif qui était donné, que nous avons commencé à travailler sur ce projet par la ville, par la mairie, était de relier les quartiers au-delà des coupures, des déchirures du chemin de fer, enfin qui apparaissent comme telles, parce que le chemin de fer a précédé l'urbanisation ici, du chemin de fer, du boulevard périphérique et de toutes les activités logistiques qui peuvent aller avec ces grandes infrastructures de transport. Reliés en même temps, il y a eu l'épisode sur lequel je ne m'attarde pas,
de la candidature olympique et du village qui, lui, pour des raisons de sécurité, devait être totalement refermé, replié, hyper protégé. Tout ça pour arriver à dire que c'est un projet qui évite le plus possible, moi c'est mon souci permanent, d'être replié sur lui-même, d'être contenu dans son périmètre, dans son territoire. Et dès le début, nous nous attachons, moi je m'attache tout particulièrement à essayer de mettre en place des éléments de continuité, de trame verte, de parcours qui traversent des secteurs très différents, très contrastés, aux formes urbaines très différentes, de Clichy-la-Garenne aux Épinettes, Batignolles, le secteur de Saussure très social, le secteur Monceau très très bourgeois, très riche. Et j'essaie toujours, souvent, je me méfie beaucoup de toutes ces pesanteurs qui nous conduisent à voir le projet par rapport à lui-même, auto-centré sur lui-même. J'essaie toujours de préserver les prolongements possibles à court terme, mais aussi des prolongements ultérieurs encore possibles. Ce n'est pas toujours facile. Alors ici, on a des contacts, des échanges fréquents avec la ville de Clichy, souvent très positifs, parfois plus difficiles. Il y a des questions qui se soulèvent. Nous avons des continuités à trouver qui existent avec d'autres projets, comme celui de la Porte Pouchet, qui franchit aussi le boulevard périphérique, ou des relations avec des projets qui se font de l'autre côté de la limite de Paris, à Clichy, avec Mangin, sera un projet de ZAC, des concours qui sont lancés de part et d'autre, et Clichy m'invite à des jurys. Donc nous avons un comité de porte pour travailler de manière continue sur les deux côtés du boulevard. Je disais, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, si on regarde le plan, on a effectivement une impression de... C'est très circonscrit, en fait, malgré tout. Malgré vos efforts pour essayer de nouer le dialogue avec tout ce qu'il y a autour. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que j'étais en train de dire, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que il y a des contraintes physiques, le périphérique, sa configuration à cet endroit-là, qui est très compacte, qui est aérien, enfin qui a son propre profil par rapport au profil du sol, qui est difficile à franchir autrement qu'un passage par-dessous d'un côté, par-dessus de l'autre côté. Il y a le faisceau de la gare Saint-Lazare, qui est très large, qui est très difficile à franchir pour des tas de raisons, et il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'études de toutes sortes. Il y a le fait que dans le projet, nous intégrions une composante importante que je soutiens beaucoup, qui est celle de la logistique urbaine, qui consiste à ne pas envoyer dans des territoires plus extérieurs des fonctions de transport de marchandises, de récolte des ordures ménagères, etc., ou de centrales à béton, hein, et que ces éléments-là sont installés là où c'est possible, près du faisceau ferré, mais ne plaisent pas aux voisins de Clichy. Bon. Et puis, il y a les pesanteurs des institutions, il faut le reconnaître, les pesanteurs des procédures, du périmètre de ZAC, de l'aménageur qui a ses compétences et pouvoirs dans son périmètre. Mais bon, je ne suis pas pessimiste pour autant, je ne voudrais pas donner un point de vue négatif. Je dis, c'est pas facile, et il faut de la constance, il faut persévérer. Tout ne se fait pas d'un seul coup, donc il faut ménager l'avenir. Il y a toutes sortes d'ouvertures qui sont préservées pour des prolongements de projets, pour des suites de projets possibles. Et s'il y avait un frein, puisque le président de la République a parlé de bouger les règles de l'urbanisme, s'il y avait un frein qu'il faudrait faire sauter, ça serait lequel pour justement aller au-delà? Je ne sais pas. Bien sûr, les règles, il y a trop de règles, mais moi, ce n'est pas la chose dont on était en train de débattre. C'est le poids des périmètres institutionnels, des périmètres de procédure qui... Bien sûr qu'il faut de la procédure, bien sûr qu'il faut un périmètre, mais il ne faut surtout pas s'y arrêter, s'y attacher, ou lui donner un sens, ou lui donner du poids. C'est des utilités de passage, c'est de la cuisine administrative. Le projet doit être au-delà de tout ça, et pour tous les acteurs, il devrait être au-delà de tout ça. Simplement, une partie des acteurs reste compétente dans leurs limites, dans leur périmètre, et ont quelques scrupules à déborder leur périmètre. Alors, je voulais en venir à la question quand même
assez clé, qui est importante et qui nous permet de rester aussi très optimistes. C'est ce projet travaille beaucoup avec les infrastructures de déplacement. De deux façons. D'un côté, avec celles qui préexistaient, qui encombraient l'espace, qui marquaient des limites d'urbanisation, enfin de villes habitées, et qui sont intégrées dans le projet. Donc toute une partie du projet se construit en ouvrage sur le RERC, avec une voirie sur le RERC, en ouvrage avec des programmes bâtis, un espace public important au-dessus d'autres fonctions ferroviaires qui ont été resserrées le long du faisceau. On peut, oui, je devrais faire passer les images. On le voit ici en bleu, comment bon, peu importe les images, hein, je les fais passer dans le désordre, enfin, ou quelqu'un d'autre les fait passer. Et voilà. Il y a, et là, ça a à voir avec aussi la démarche du Grand Paris, un enjeu considérable de transport en commun. Donc d'un côté, un travail avec les infrastructures encombrantes, de l'autre côté, l'arrivée de la ligne 14 du métro avec deux stations qui sont dans le projet, l'une à Pont-Cardinet au sud, l'autre à la porte de Clichy au nord, le tram T3 et qui recoupe un pôle, un point fort, là où se trouve déjà le RERC et la ligne 13 surchargée du métro, plus les lignes d'autobus, etc. Et en ce point, on a aussi la rencontre d'un programme qui est arrivé en cours de développement du projet, qui est celui de la cité judiciaire, du nouveau palais de justice de Paris, programme extrêmement important à tout point de vue, par sa symbolique, par sa dimension monumentale, quantitative, monumentale en termes d'expression, puisqu'on aura un bâtiment de très grande hauteur, de 160 mètres de haut, que je ne peux pas montrer aujourd'hui parce que pour quelques mois encore, il y a deux projets en compétition et qui est très proche de cette conjonction de moyens de transport existants et nouveaux qui vont faire de ce lieu une polarité, une centralité conjuguée avec le parc, dont une partie a été réalisée mais qui doit s'étendre, un parc important qui répond à cette densité, à cette compacité, à cette minéralité de tout le secteur alentour et qui est extrêmement fréquenté dès que le temps est convenable. Donc une forme de nouvelle centralité aux marges de Paris, aux franges de Paris, à la limite de Clichy, dans un secteur, tout le nord-ouest, qui a beaucoup de constructions, mais qui n'avait pas de lieu d'identité très marqué, très fort, pas de très grands équipements, pas de points de convergence très forts. Et là, entre la cité judiciaire, le parc, et j'espère demain, mais on ne peut pas encore en parler parce que rien n'est bien défini, une nouvelle destinée pour les décors de l'opéra, les bâtiments magnifiques de Charles Garnier qui sont là, et qui sont en partie déjà réoccupés par le Théâtre de l'Europe, la deuxième salle de l'Odéon. Donc, une sorte alors, parler de centralité dans Paris, c'est un peu ridicule, mais là, c'est aux franges de Paris, et c'est très important aussi pour les voisins, pour Clichy, pour Saint-Ouen, où on ira d'une seule station de métro. Avec le Valois, c'est un peu plus difficile parce que le faisceau ferroviaire est extrêmement prégnant. Merci François Greter. Je pense qu'on a compris que ce quartier va en plus avoir des emblèmes qui vont le rendre très attractif. Dernier architecte urbaniste à nous faire une présentation dans cette première partie de la table ronde, Mike Davis, donc sur Paris, Bercy-Charenton, une autre frontière, une autre lisière de Paris, Charenton et Paris. Bercy-Charenton, c'est un projet qui est posé sur un territoire extraordinairement complexe. Je pourrais prendre la première diapositive, si c'est possible. Et touche-le encore. Voilà. Vous voyez là le grand faisceau ferroviaire dont se trouve notre projet. 120 hectares de chemin de fer. 25% du revenu de la France passe par ici chaque matin. Point de vue de la SNCF, ça a explosé. Donc, projet complexe. Donc, nous avons créé une équipe qui était
très fort en infrastructure et en technologie parce que c'est un problème pas seulement architectural et urbain, mais un problème de fond, de gérer les infrastructures. Donc on a eu l'opportunité de travailler avec Jean Nouvel et TVK comme architecte, avec AREP et Ingérop comme ingénieur, aussi bien que Michel Devine et Franck Boutet pour l'environnement et RFR pour la structure. Donc c'est une équipe forte. Et de construire cette équipe, c'était une partie de l'objectif. Il faut une équipe suffisamment forte pour résoudre le problème. Vous voyez que le Charenton, c'est au milieu du diapositive à gauche, c'est un îlot. C'est déconnecté de la fleuve par la A4, l'autoroute. C'est divisé en deux par le chemin de fer. Et vous avez du bois de Vincennes au nord. Et vous voyez dans la distance le rectangle rouge, le fait que c'est entièrement dissocié de Paris. À droite, vous voyez le terrain en pointillé rouge, qui est la zone la plus difficile, traversée par l'autoroute, par le boulevard périphérique, boulevard Poniatowski, et par les chemins de fer, avec le A4 au sud. Donc un vrai complexe difficile à gérer. Mais si on peut trouver un moyen de transformer ce site dit impossible à développer, ça devient un site métropolitain par excellence. Vous voyez le site là, les contraintes sont assez complexes. Vous avez au nord-ouest un énorme bâtiment, un bâtiment plus long que le Tour Eiffel et haut. Le bâtiment Lumière, c'est une barrière totale entre le quartier de Bercy, au nord-ouest, et le terrain. On est piégé dans le sud par l'énorme échangeur A4, un des plus grands de la France. En plus, le périphérique et le boulevard extérieur, plus les trains. Il faut noter qu'il y a deux îlots, de petits îlots qui ne sont pas occupés par les chemins de fer qui sont au milieu du champ. Donc, on veut faire un projet de liaison. L'objectif principal, c'est de faire une liaison entre Bercy et Charenton. Ce sera un lien intercommunal et transpériphérique, transcommunal. Donc, c'est dans la philosophie du Grand Paris, on saute le périphérique, l'ancienne frontière entre les deux parties de la ville. Et Charenton est relativement petite par rapport à Paris, avec une très petite population, mais une connectivité va changer leur vie complètement, dans un sens plus positif du terme. Le terrain, c'est un classique terrain mutable, dans le sens du Grand Paris aussi. Nous avons dit fortement qu'il faut construire Paris sur Paris. Il ne faut pas faire des étalages énormes. Il faut profiter de ce que vous avez et le transformer et imaginer une mutation. Nous avons l'opportunité ceci de compléter le réseau de transport. Nous avons l'opportunité d'implanter un gare supplémentaire TGV sur le nord du terrain. Donc, on est en train d'étudier ça. Et aussi, c'est un projet, entre autres projets, vous avez 4 ou 5 projets ici, inclus le projet duquel parlait Yves Lyon, qui renforce le concept d'un Paris polycentrique, un Paris plus uniforme. Aussi, le projet représente une possibilité de rééquilibrage de la ville. On a toujours noté dans le Grand Paris que la zone à l'est est plus démonie que l'ouest et que l'économie, les éléments de haute valeur ont la tendance de rester dans l'ouest plutôt qu'à l'est. Donc, il y a une possibilité de rééquilibrer. Donc, la proposition pour le terrain, c'est un programme absolument mixte, intégrant des équipements, des grands services urbains, des bureaux de toutes sortes et des logements de toutes sortes. L'ambition du projet, c'est 1 million de mètres carrés, grosso modo. Nous avons un travail coopératif avec la SNCF, avec Charenton, avec beaucoup d'acteurs, et c'est très positif, mais techniquement très difficile.
La population de ce site peut monter jusqu'à entre 30 et 40 000 personnes. Donc on a un vrai levier, on a une vraie raison pour une gare RER et une vraie possibilité de construire un nouveau quartier. Au fond, à droite, excusez-moi, voilà, à droite, au fond, vous voyez la stratégie de base du projet, c'est de construire un faisceau le long des chemins de fer en occupant la zone entre les chemins de fer et la Seine, juste au nord du boulevard extérieur, qui était la zone qui s'appelle le quai de la Râpée. On récupère ça. On a quand même une énorme contrainte de la SNCF. Nous avons une estacade qui traverse le fleuve, et donc qui traverse notre terrain, qui comporte un faisceau TGV. Donc c'est une complication. Mais le but principal, on voit clairement, vous voyez le Baron-Leroy, c'est un axe qui va à gauche, à droite, et aussi un nouveau axe des chemins de lumière qui fait lier le village de Bercy avec Charenton. En plus, nous avons les opportunités de connexion verte, comme on a dit en Grand Paris, on peut connecter. Donc nous avons l'opportunité de faire liaison entre le bois de Vincennes, le parc de Bercy et le fleuve, et aussi la possibilité de faire un terrain qui représente la durabilité métropolitaine. Nous allons avoir un centre de tri à très grande échelle, qui a une chalandise assez grande, plus là où Gabriel Lamé, qu'on va maintenir, ben, peut-être on peut le déplacer dans une manière différente, mais retenir sur le terrain, qui est un grand hall de logistique urbain entre le train et la rue. Donc un développement mixte et équilibre, habitat social, intermédiaire et privé, bureau, atelier, équipement et parcs et loisirs. Surtout un nouveau quartier connecté, vivant, dynamique, avec une beauté et une magie. Merci Mike Davis. On a fait ce premier tour d'horizon sur 4 projets de façon à ce que ensuite les autres intervenants puissent réagir. Et on va commencer par Francis Roll-Tanguy, qui est le directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. Vous avez entendu ces présentations. On voit bien que les limites de l'atelier parisien de l'urbanisme sont en train de changer. Comment vous intervenez dans ce développement du Grand Paris ? Effectivement, je pense que depuis 2008 maintenant, avec la nouvelle municipalité parisienne qui n'était que la reconduction de l'ancienne suite aux élections municipales, vocation a été donnée à la PUR de devenir l'agence métropolitaine, c'est-à-dire l'idée de considérer qu'aujourd'hui, les limites du territoire parisien, non pas en tant qu'institution ou en tant qu'administration, mais se devait d'être examiné au-delà et donc de faire non pas du périphérique une frontière, mais au contraire une capacité à tisser plus loin. Et je pense d'ailleurs qu'on a beaucoup parlé là, de la couronne avec les 4 projets qui ont été présentés, mais c'est aussi le travail autour de la Seine qui est une autre façon de lire la métropole. Parce que c'est quand même là dont vient Paris et sa métropole. Elle est née au bord de la Seine. Et on sait bien que chaque étape, à chaque fois qu'il y a comme ça un souffle de grands projets ou de multiplicité de projets, on le retrouve sur les bords de Seine. Alors là, on vient de parler de Bercy-Charenton, de Masséna-Brunceau, qui sont naturellement en bord de Seine, mais je pense qu'il était aussi important, et c'est le souhait qu'a eu le maire de Paris, en proposant cette fermeture des berges sur la rive gauche, de faire en sorte que le centre de Paris bouge aussi, l'hypercentre de Paris bouge aussi au moment où effectivement cette métropole se met en mouvement. Je pense que c'est comme ça effectivement. On sait bien que le centre de Paris gardera cet aspect de musée, mais en même temps qu'il soit vivant, qu'il bouge, qu'il se mette à l'aune de ces dynamiques métropolitaines, et en prenant aussi en compte que je crois que, y compris on vient de le voir dans tous ces projets, c'est bien souvent l'espace public qui dessine d'abord ces projets, qui commence aussi à pouvoir peut-être incarner à un moment donné la métropole, à ce qu'elle se donne à voir à elle-même, même si je pense qu'aujourd'hui, ses habitants sont bien convaincus qu'elle existe. Donc c'est essentiellement la reprise en main des berges de la Seine, dont vous venez de dresser le portrait à venir.
C'est l'idée, effectivement, je veux dire, de substituer à la voiture un véritable espace public, d'essayer de le faire dans des délais courts, parce que je pense que l'espace public peut s'y prêter, et c'est pour ça que ce sera sûrement un des premiers projets qui sortira de cette nouvelle génération, puisque c'est pour l'été 2012, et c'est l'idée, effectivement, de trouver les moyens de son animation, mais aussi les moyens de sa métropolisation, parce que je reste persuadé qu'au cœur des enjeux dont nous débattons aujourd'hui, ce qui est premier, c'est peut-être pas seulement la question de l'architecture et de l'urbanisme, c'est bien la question sociale et la façon dont seront animés demain cet espace public de peu moins de 3 hectares, s'il est capable d'attirer tous les publics, pas seulement les publics parisiens intramuros, pas seulement les touristes qui naturellement en bénéficieront demain au premier chef, c'est évident, mais aussi qu'il est capable d'attirer les publics de la métropole. Je pense que c'est aussi un moyen de se poser cette question sociale qui me semble être aujourd'hui centrale dans le débat autour du Grand Paris ou de la métropole parisienne. Alors Philippe Schex, vous êtes directeur général de l'EPADESA, de l'établissement public d'aménagement de la Défense. Vous n'êtes pas loin de la Seine non plus, donc comment vous inscrivez sur ce développement dont vient de parler Francis Rol-Tanguy? Alors nous sommes même de la Seine à la Seine, si j'ose dire, puisque les frontières, entre guillemets, les limites de l'EPADESA son territoire de compétence va effectivement de la Seine du côté de Paris jusqu'à la Seine à l'extrémité ouest de Nanterre. Alors nous travaillons beaucoup sur ce sujet avec Rol-Tanguy et avec la ville de Paris, parce que parmi les regards nouveaux et importants que nous souhaitons que la métropole porte sur la Défense, il y a effectivement celui de la liaison entre Paris, Neuilly et la Défense. Et comme l'a dit le président de la République, nous avons un grand projet, le projet de Hermitage, qui va venir s'implanter en bord de Seine à la Défense, en face de Neuilly et au-delà en face de Paris. Et il faut qu'on invente la liaison, le regard nouveau, l'architecture nouvelle du franchissement de la Seine entre la Défense et Paris. Et d'ailleurs, nous sommes en plein actuellement sur ce sujet. La Défense a beaucoup de projets dans le cadre du Grand Paris, notamment une gare TGV. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelles sont vos grandes ambitions pour la Défense? Alors, on est moins ambitieux que l'atelier, parce qu'on n'a pas 650 projets, mais on en a effectivement Vous en avez combien? Un très grand nombre. Je n'ai pas fait le compte, mais un certain nombre. On en a d'abord, pour les prendre par thématique, on a d'abord les projets de rénovation de la Défense elle-même. L'idée née en 2006 qu'il fallait absolument reprendre en main les vieilles tours, faire en sorte que les investisseurs fassent monter le degré en développement durable, construisent de nouvelles tours iconiques, comme on dit maintenant. Et ça, c'est fait, c'est en train de se réaliser, et on est même en train de réfléchir au coup d'après et à la deuxième phase. Parmi les grands projets, on a des projets rotules, des projets qui ont pour idée d'ouvrir la Défense sur Nanterre, ou du moins d'ouvrir la Défense sur la suite du territoire. C'est l'important projet des terrasses de Nanterre, qui a été confié il y a quelques années à des urbanistes, Trottel, Garcia Trottel, et qui permet d'emmener tout doucement l'axe historique jusqu'à Nanterre et jusqu'à la Seine. Et ce projet-là se déroule très bien, il n'est pas achevé, mais il l'est presque aux 2/3 maintenant, avec la collaboration de nombreux architectes et l'implantation de cette Arena 92 qui est à la fois un grand stade et une grande salle de concert et qui servira de rotule entre Nanterre et la Défense et qui permettra aussi d'ouvrir bientôt le développement. Lorsque je dis bientôt, c'est le temps de l'urbanisme, c'est dans les 10 à 15 ans à venir, bien sûr. Ouvrir bientôt le territoire dit des Grous sur la Défense et sur Nanterre. Et en matière de transport, effectivement, le territoire de la Défense est plus que bien servi, si j'ose dire, par les projets du Grand Paris, puisque c'est Éole qui, franchissant la Seine, va positionner une gare sous le CNIT, puis une gare à Nanterre-les-Grous, avant de filer dans un premier temps modestement vers Mantes, en attendant que la ligne nouvelle de la Défense Mantes soit créée, ce que nous appelons de nos voeux. Et puis c'est le Grand Paris qui nous donne deux boucles, la boucle rouge et la boucle verte, celle qui vient de Roissy et qui ira jusqu'à Orly au sud et qui passera sous la Grande Arche de la Défense, avec une gare que nous sommes en train de positionner avec RFF entre le CNIT et Cœur Transport, dans une cour anglaise qui reste à inventer.
Et puis ensuite, la boucle verte qui partira vers l'ouest et le sud et qui traversera Nanterre, s'arrêtera d'ailleurs à Nanterre-la-Boule et ira jusqu'à Rueil. Enfin, la gare passante traversante de TGV qui amènera à la Défense la grande vitesse de Normandie, que nous appelons elle aussi très fortement de nos voeux, et qui là pourra faire la connexion avec les deux aéroports, et en particulier avec Roissy, grâce à la boucle rouge. Donc, tous ces projets, et je simplifie parce qu'il y a aussi énormément de projets universitaires, de projets de logement sur la Défense, et puis quelques grands regards nouveaux. Le regard qu'on évoquait sur Paris, sur le franchissement de la Seine, qui reste à réinventer. Et puis aussi le grand regard que nous portons de l'autre côté, mais c'est l'objet de la table ronde qui nous suivra, sur le Havre et au-delà du Havre, sur le reste du monde et sur Singapour, puisque, sans plaisanter, c'est cette dimension-là qui est la dimension aussi de la Défense. C'est à l'échelle locale que François Leclerc a évoquée, elle a l'échelle régionale, mais elle a aussi cette échelle mondiale, et nous sommes très enthousiastes et très attachés à ce projet de la Défense Rouen-Le Havre. Bertrand Lemoine, tous les projets dont Philippe Schex vient de faire une petite liste rapide et incomplète sont compris dans les 650 ? Oui, bien sûr. Ils sont compris à la fois dans le détail, dans leur périmètre aussi d'intervention, parce que ce qu'on a vu là dans ces projets, c'est qu'il y a à la fois des réflexions très précises sur les territoires concernés, avec des stratégies, je dirais, très opérationnelles, et en même temps, il y a l'idée de prendre en compte des périmètres, même si la frontière de ces périmètres est parfois problématique et que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière du périmètre est aussi importante, il y a l'idée de penser plus large et d'inclure ces projets situés, territorialisés, dans une pensée globale sur le Grand Paris. C'est ça l'enjeu du Grand Paris, c'est de resituer tous ces projets dans une perspective à l'échelle des enjeux, qui est à l'échelle vraiment métropolitaine et même internationale, comme on l'a dit tout à l'heure. Pierre Mansat, vous qui êtes en charge, adjoint au maire de Paris et en charge des relations avec les collectivités territoriales proches et puis fondateur de Paris Métropole, quand vous entendez et quand vous voyez ces projets qui se développent petit à petit, vous devez boire du petit lait d'une certaine manière. Oui, absolument. Je bois du petit lait. Mais je voulais réagir sur l'intitulé de la table ronde, parce que s'il y avait provocation sémantique, cette provocation a fonctionné, parce que quand j'ai reçu le carton d'invitation, j'étais grognon, et j'avais décidé que je serais grognon dans la table ronde, parce que, en quelque sorte, les frontières de Paris, c'est du point de vue sémantique, mais donc du point de vue politique, c'est nier ce que la municipalité parisienne s'est efforcée de faire depuis 11 ans. Alors soyez grognon alors. Non, je ne suis pas grognon, puisque vous avez expliqué, François de Mazières et vous-même, vous avez expliqué que la provocation était le motif de cette appellation, donc je ne suis pas grognon. Ce que je m'aperçois malgré tout en écoutant les exemples qui sont donnés là, c'est qu'il faut bien le dire quand même après le discours que nous avons entendu du président de la République, que tout ne relève pas du Grand Paris, qu'il y a des projets, Yves Lyon l'évoquait pour Masséna-Brunzeau, il a dit ça fait une dizaine d'années que nous sommes sur ce projet, donc nous ne sommes pas là dans le projet du Grand Paris, nous sommes dans des volontés politiques qui sont des volontés politiques portées par les collectivités locales, et c'est une bonne part des 650 projets qui ont été recensés par l'Atelier international du Grand Paris. Et bien évidemment, il s'est quand même malgré tout passé quelque chose, une mise en mouvement très clairement. La consultation internationale a provoqué une prise de conscience métropolitaine, a provoqué un engouement, a provoqué une envie d'agir de la part des élus, et c'est ce qui est en train de se passer, et de ce point de vue-là, on peut évidemment s'en féliciter. On n'a pas encore évoqué le cas de Saint-Denis, de Pleine Commune, et donc Patrick Braouezec, vous aussi, en tant que président de Pleine Commune, vous êtes directement concerné par le Grand Paris et puis par cette porosité qu'il y a entre tout le quartier vers la porte de la Chapelle et les territoires dont vous êtes le responsable. Comment les choses se passent dans le cadre du Grand Paris ? Les choses se passent bien dans le cadre du travail que l'on mène avec Paris, parce qu'on a, je crois,
compris l'un et l'autre, et je crois que c'est quelque chose qui émergeait de toutes les présentations du travail fait par les architectes sur ces territoires, qui sont des territoires à la fois parisiens et banlieusards, c'est-à-dire cette volonté de continuité urbaine, cette volonté d'arrêter avec les incohérences qui ont créé des séparations très fortes entre des territoires. Mais d'un autre côté, il y a aussi, pour notre part en tout cas, et j'entendais les propos du président de la République qui parfois n'est pas très précis sur les géographies. Il a parlé de la Plaine Saint-Denis. La Plaine Saint-Denis, c'est un quartier, ce n'est pas une commune. Il a cité un certain nombre de sites, de lieux, d'équipements, en n'y resituant pas dans leur globalité. Sur Plaine Commune, par exemple, on s'exerce aujourd'hui à faire en sorte que les archives nationales qui vont effectivement être livrées l'année prochaine à Pierrefitte-sur-Seine soient un équipement communautaire, c'est-à-dire qu'il soit reconnu par l'ensemble de la population de la communauté d'agglomération. Il en va de même de la Cité du cinéma de Luc Besson. Elle est à Saint-Denis, à la limite de Saint-Ouen, et pour nous, c'est quelque chose de très symbolique de la dynamique du territoire, mais pas simplement de la dynamique du sud du territoire, de l'ensemble du territoire de Plaine Commune. Donc il y a une certaine contradiction, en tout cas, nous on le vit comme quelque chose de passionnant, entre cette volonté de travailler avec toutes les communes ou intercommunalités périphériques. Par exemple, on travaille beaucoup autour de la tangentielle nord, aujourd'hui, avec la CAVAM, la communauté de la vallée de Montmorency, avec Val-de-France, avec Argenteuil-Beson, avec toutes ces communautés d'agglomération qui vont être concernées par la tangentielle nord, parce que là aussi, on pense que si on ne travaille pas en amont sur cette tangentielle nord, pour que là aussi on casse des discontinuités urbaines, on travaille sur ce que pourrait être un développement économique partagé avec ces communautés, eh bien on raterait quelque chose. Donc c'est à la fois un travail d'identité pour nous, de territoire, mais aussi de gommage de tout ce qui a qui a divisé nos territoires, qui les a meurtris, qui les a séparés les uns des autres. Merci Patrick Brouillezec. Je voudrais poser une question à l'ensemble des participants, parce qu'on a parlé de plusieurs territoires, mais on en a forcément oublié. Donc quels sont les territoires sur lesquels il n'y a pas encore au niveau du Grand Paris de travail qui soit fait pour que justement cette osmose entre ce qu'on appelle l'intramuros et les communes périphériques, pour que cette porosité s'opère? De quoi on n'a pas parlé ce matin? Qu'est-ce qui manque? Et sur quoi ne travaille-t-on pas sur ce sujet? Entre autres, on n'a pas parlé de Paris Nord-Est, qui est un territoire extraordinaire dans sa possibilité à travers le temps d'être passé d'une limite administrative de Paris, puisque c'est un projet qui a commencé maintenant il y a 7-8 ans. Donc c'était considéré comme une limite. Maintenant, c'est vu, perçu plutôt comme une centralité entre la porte de la Chapelle, la porte de la Villette, ce qui se passe du côté Plaine Commune, ce qui se passe au niveau du bipôle des gares, gare du Nord, gare de l'Est. Tout ça fabrique un quartier qui avance beaucoup. Moi, j'étais étonné qu'on soit passé en aussi peu de temps de Paris Village à Paris Métropole. Et c'est très révélateur sur ce projet. Patrick Brouillezec. Je trouve qu'on ne parle pas assez des gens. On a beaucoup parlé, c'est quelque chose aussi qui m'a surpris un petit peu, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du volet urbain, du volet économique, du volet, un peu du volet culturel, ce qui est bien, beaucoup du volet environnemental. On parle assez peu du volet social qu'il doit y avoir dans ce projet du Grand Paris. Et puisqu'on est les uns et les autres tous en train de travailler sur les contrats de développement territorial, je pense qu'on a aussi une exigence à nous donner, c'est celle de faire en sorte que ces projets ne soient pas des projets qui amènent à de l'exclusion. Et l'exclusion de ceux qui, justement, ont peu de moyens pour rester sur ces territoires. Le problème de la requalification des territoires, bien souvent, se fait contre les gens qui sont les plus modestes, voire les plus précaires. C'est-à-dire qu'on repousse plus loin les plus modestes. On les repousse plus loin. Donc là, est-ce qu'on est capable de faire de la requalification urbaine, d'un nouveau dynamisme économique, en faisant en sorte que les populations, dans leur diversité, puissent rester sur ces territoires requalifiés? C'est peut-être l'enjeu principal pour moi du Grand Paris. Et comment vous y employez-vous?
Il y a la question de la maîtrise foncière déjà. Il y a la question qui a été évoquée par le président de la République tout à l'heure sur la construction de logements et du type de logement. Il faut que l'on continue à construire du logement social, voire du logement très social, puisque 70% des demandeurs de logement aujourd'hui dans cette région Île-de-France sont éligibles au logement social. Il faut que tout le monde joue son rôle dans ce domaine. Sinon, on risque effectivement de voir des populations partir de nouveau vers un périphérique qui serait encore plus lointain. Yves Lion, sur le même sujet, les oublis. L'oubli me paraît être plus près du côté des zones urbaines sensibles. C'est-à-dire que concrètement, même dans le programme d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de présentations de transformation de zones urbaines sensibles qu'on daigne à la rigueur peut-être parfois réparer, mais dont on n'envisage pas en général la capacité de transformation dans l'avenir complet du Grand Paris. Il y a dans notre pays et dans cette agglomération une concentration de zones dites urbaines sensibles qui défie l'entendement, quoi. Donc il faut simplement mentionner le fait que ce travail n'est pas fait actuellement, ou il est fait à la marge à travers des organismes qui existaient déjà bien avant l'histoire de Grand Paris, qui font ce qu'ils peuvent, mais on n'en fait sans doute pas du tout assez, quoi. C'est-à-dire que c'est même un peu provoquant qu'on en fasse si peu. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne construit pas suffisamment de logements. D'une part, si vous voulez, concrètement, ça a été dit par le président de la République ce matin sur la densité. Grosso modo, dans les zones urbaines sensibles, il y a énormément de place pour construire. Pas pour construire exactement la même chose que ce qui existait, pour essayer de tout faire, pour essayer d'engendrer une nouvelle activité humaine autour de ces lieux qui ne sont pas forcément des lieux insupportables, quoi, ceux qu'on décrit en tous les cas. Donc aujourd'hui, il y a à faire le point sur l'aspect positif de tout ce qu'on peut trouver dans les grands ensembles et surtout s'intéresser à leur projection dans le futur, quoi. Ils ne sont pas des éléments finis du tout. Ils ne sont pas tous pareils. Ils sont tous différents et ils ont tous des capacités urbaines extraordinaires à démontrer. Et c'est avec une attitude positive comme celle-ci, en tous les cas moi je souhaite que ça se passe comme ça, qu'on peut arriver à envisager pas uniquement la réparation, ce que je disais, mais au fond la réelle transformation. Il y a de la place dans les grands ensembles pour construire des très bons logements pour plein de gens, pas uniquement les habitants des grands ensembles en plus. Pierre Mansart, sur le même sujet, qu'est-ce qu'on a oublié? C'est pas un oubli, depuis que le Grand Paris a été lancé, les inégalités ont continué de s'aggraver, de se creuser. Je vous renvoie à une étude de l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, publiée en juin, qui montre ça, que de 2000 à 2008, les inégalités territoriales et sociales se creusent et cette situation devient particulièrement préoccupante. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas oublié, mais peut-être que ça se construira au fil des tables rondes de la journée, c'est la question de la vision d'ensemble, parce que la question ne peut pas être envoyée une addition de plaques, une addition de projets territorialisés. L'ensemble, cette addition-là, ne fait pas la vision d'ensemble du Grand Paris. Et il faut bien, à un moment ou un autre, se mettre autour de la table et dégager cette vision d'ensemble du Grand Paris. Je ne crois pas que l'atelier international du Grand Paris ait la vocation de faire naître cette vision d'ensemble, mais en tout cas, il peut être le lieu où s'invente une nouvelle façon de faire la métropole. Et puis, il y a peut-être malgré tout un oubli qui sera corrigé, j'imagine, dans l'après-midi. Il y a un mot que nous n'avons pas prononcé depuis le début de cette table ronde et depuis le début de la matinée, c'est le mot de SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France. Et bien là, dans la nouvelle révision de ce schéma directeur, j'espère que va émerger une vision de la métropole, une vision dynamique qui à la fois soit capable de faire le lien, d'être ce travail entre la planification et l'urbanisme de projet qui est celui dont nous débattons aujourd'hui. Merci. Si dans la salle, quelqu'un souhaite poser une question juste avant que nous fassions la conclusion de cette table ronde, je vous invite à lever la main et des micros vous seront passés. Est-ce que sur le sujet que nous venons de traiter, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des précisions? Apparemment, non. Ah si, voilà, une main se lève.
Excusez-moi, c'est vraiment une personne de très grande modestie, si je peux dire, qui, devant tous vos talents, qui va essayer de défendre 2 points de vue, parce que j'habite le 11e arrondissement de Paris, donc l'Est de Paris, et là on se rend compte à quel point ce projet du Grand Paris nous traverse tous sans s'arrêter quelquefois aux points fondamentaux. D'une part, bravo pour ce Grand Paris, ça vraiment nous en sommes tous conscients, ça peut donner une bouffée d'air à notre vie urbaine et citadine. Mais par contre, 2 points me paraissent vraiment nous interroger constamment. Comment prendre contact avec ceux que vous représentez, les différentes administrations? Quand je vois la liste ici de ceux que représente tant l'atelier parisien d'urbanisme, l'atelier international, les commissions et autres institutions qui s'en occupent, on se dit, nous, modestes acteurs de la vie locale, à qui s'adresser, comment s'adresser? Parce que quand on s'adresse aux mairies... Je ne vais pas répondre à leur place, voilà. Mais je pense qu'ils ont tous des sites internet et des choses qui font qu'on oui, peut facilement prendre contact. Effectivement, cela peut être possible, mais le contact direct est encore toujours mieux. Et la deuxième question, c'est véritablement l'espace vert, les espaces verts. L'arrondissement que nous habitons, on évalue à peu près 50 cm² d'espace vert par habitant sur un an. Et donc, vraiment, on se dit, là, je ne sais pas dans quelle mesure la verdure est prise en compte. Merci, madame. J'ai perçu deux interrogations dans ce que vous avez dit. La première, c'est il ne faudrait pas que le Grand Paris oublie Paris intramuros. Et puis la deuxième, c'est la question des espaces verts. Est-ce que quelqu'un a un point de vue sur tout cela? Les espaces verts, Bertrand Lemoine, c'est inscrit dans le Grand Paris? Je crois qu'au-delà des espaces verts, ce qui est en jeu dans le Grand Paris, parmi beaucoup d'autres choses, il ne faut pas séparer les choses comme ça en éléments distincts, mais ce qui est en jeu au niveau des espaces verts, c'est la nature. C'est la présence de la nature en ville, y compris la présence des forêts, y compris la présence de l'agriculture, peut-être redéfinie dans sa conception même aux franges de la métropole. C'est la capacité à renaturer la ville, à redonner cette dimension et cette proximité avec la nature que tout citoyen et tout habitant des grandes métropoles souhaite, évidemment. Et donc ça, c'est un véritable enjeu très important qui va de pair, bien sûr, avec la gestion économe des ressources naturelles. Et parmi les ressources naturelles, il y a aussi le foncier. C'est-à-dire que le terrain sur lequel est bâtie la métropole et ce qui l'entoure, c'est un terrain rare, précieux, non extensible, qu'il faut consommer avec modération et avec intelligence. C'est ça aussi qui est un des messages qu'on cherche à porter. Patrick Braouzek. Oui, cette question des espaces verts est une vraie question. Alors, ça rejoint d'ailleurs la question aussi de la densité. On a pour notre part, dans notre schéma de cohérence d'organisation territoriale, notre SCOT à pleine commune, on est parti sur la règle des 4 quarts. Alors, on a remplacé le lait, etc., par un quart de logement, un quart de bureau-activité, un quart d'espace vert, un quart d'espace et d'équipement public. Mais pour ce faire et pour pouvoir équilibrer ces opérations, il faut aussi monter un peu en hauteur. Et ça, c'est un vrai débat qu'on a aussi avec la population. C'est-à-dire libérer de l'espace au sol nécessite que l'on monte un petit peu en hauteur. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, on a aussi, moi j'avais été très, très intéressé par le travail qu'avaient mené Secchi et Paolo Avidano sur au moment du concours, et les réflexions qu'il faisait, il nous disait, en France, vous ne savez pas faire la transition entre vos espaces verts et la ville. On passe pas tranquillement de l'un à l'autre, il y a des ruptures brutales. Et d'ailleurs, des grilles même. Oui, et d'ailleurs l'image qui avait fait tant parler de Roland Castro avec Manhattan autour du parc de la Courneuve n'était sans doute pas la bonne réponse, mais c'était sans doute quand même une réponse. C'est-à-dire comment on passe, y compris la relation au fleuve était identique. C'est-à-dire comment effectivement on crée les conditions pour que tout ceci se maille beaucoup mieux et qu'on ait le sentiment toujours finalement que quand on est en ville, on peut être aussi dans un espace vert ou dans un parc ou au bord de l'eau. Alors François Gretter pour une ultime intervention parce qu'on arrive au bout du temps qui était dévolu à cette table. Un tout petit mot qui n'est pas tout à fait dans la suite, mais
je soutiens tout ce qui a pu être dit sur de la part de Yves sur les quartiers sensibles et puis sur la dimension sociale. Moi, je suis frappé, mais je ne connais pas assez tout le travail du Grand Paris et de l'atelier, ou des ateliers. Mais je suis frappé comme toutes ces bonnes intentions, un peu plus que ça, mais ces objectifs, ces ambitions, etc., se diffusent sur l'ensemble du territoire, très largement, jusqu'au Havre. Et je trouve ça très bien. Et en même temps, je ne vois jamais, et je suis peut-être mal informé, comment seraient désignés quelque part des priorités sectorielles, des lieux qui conjuguent les plus grands problèmes sociaux, les situations infrastructurelles qui demandent le plus de travail, les potentialités de développement les plus importantes. Je veux parler de la plaine de France, depuis la plaine Saint-Denis jusqu'à Roissy. Je veux parler aussi, on en parle encore beaucoup moins, du Val-de-Marne et de tout le secteur Seine-Amont et au-delà. Moi, je pense que dans des démarches comme celle-là, il y a un moment où, au-delà de ce que l'on peut additionner d'intervention partout, il faut désigner des lieux, des grands lieux, des secteurs de priorité dans les engagements, dans les efforts à consacrer de toute nature. Je ne le vois pas, ça, et ça m'interroge. Mais peut-être que je suis naïf et mal informé. Juste un mot de Bertrand Lemoine. Non, mais il y a quand même deux choses qui sont en cours. Il y a 17 contrats de développement territorial qui focalisent justement des priorités en liaison avec des objectifs de développement économique, de développement social, et qui sont territorialisés avec des contrats en train de se monter entre des communes et l'État. Par ailleurs, comme Pierre Mansal l'a rappelé, il y a un processus de révision du schéma directeur de la région Île-de-France qui est en cours, qui va être lancé, qui va lui aussi être un outil pour focaliser, pour préciser des priorités, pour fixer des objectifs concrets, pour définir même des stratégies pour y arriver. Donc je crois qu'il y a pas mal d'outils en cours. Il y a des établissements publics également, dont un est représenté ici, qui ont une vocation, là aussi, à focaliser des outils, des moyens peut-être, et mettre en œuvre des projets concrets. Donc je crois qu'il y a, justement, commence à se dessiner une espèce de polarisation de grands pôles, au-delà des clusters dont on avait parlé, mais de polarisation de territoires sur lesquels des choses sont en train de se passer. Bien, je crois qu'on est arrivé au terme de cette table ronde. On a essayé d'effacer les frontières. Je ne pense pas qu'on y soit arrivé complètement, mais j'espère qu'on y est arrivé un petit peu. Et puis, certaines priorités demandent à être mises en évidence, pour reprendre la proposition de François Gréter. Merci de votre attention, merci messieurs. Et je passe la parole à Francis Rambert qui va enchaîner avec la deuxième table ronde.